La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Merci de vous joindre à nous donc pour la session de formation sur les contrôles industriels. Notre objectif aujourd'hui est de partager avec vous des outils et des informations. Je suis Julie et c'est aujourd'hui Didier qui va être votre formateur. Nous sommes en direct, chacun de chez soi. Concernant les informations pratiques, nous utilisons donc l'audio, vous devez nous entendre, ainsi que le PowerPoint, le PDF. Donc vous devez voir une présentation sur vos écrans. Vos micros sont coupés par défaut, donc on ne vous entend pas. En revanche, si vous avez la moindre question, vous avez normalement sur la droite de votre écran la boîte à questions qui vous permet de saisir vos questions, qui nous arrivent au fur et à mesure et auxquelles on répondra à la fin de cette formation. Euh, pour votre information également, ce webinaire est enregistré. Nous vous ferons donc parvenir après la session le PDF de présentation ainsi que l'enregistrement si vous le souhaitez. Et du coup, je laisse la parole à Didier qui va commencer sa formation. Oui, bonjour à tous. Effectivement, aujourd'hui, on va vous parler de la gamme du contrôle industriel ou gamme IA pour Industrial Automation ou contrôle industriel. Vous verrez que c'est les deux appellations de de cette gamme-là. Dans cette gamme, nous pouvons donc la partager en quatre grandes familles avec les vannes et électrovannes, avec les transmetteurs de pression, avec une famille dite d'interrupteurs, donc pour être plus simple, de pressostat et de thermostat, et puis les capteurs de température. Malheureusement, vous imaginez bien qu'en une heure, on n'aura pas le temps de tout voir, donc j'ai fait une petite sélection sur les produits les plus courants. En ce qui concerne la gamme des électrovannes, elle est séparée en deux grandes familles, les électrovannes de type A, avec les bobines noires qui sont plutôt faites à l'origine pour les constructeurs, avec des petites puissances, donc des petites consommations électriques pour les bobines et des produits à faible encombrement. La gamme qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, c'est cette gamme d'électrovannes de type B, avec ces bobines bleues qui sont facilement reconnaissables avec le système de fixation dite clip-on. Et donc, on va s'attarder sur cette gamme d'électrovannes, sachant que ce soit les types A ou les types B, la viscosité maximum pour ces électrovannes est de 50 centistock, et vous verrez plus tard pourquoi. Ici, vous avez un extrait de notre catalogue condensé. On reviendra sur le catalogue condensé et vous verrez comment aller le chercher, ou tout au moins vous aurez les liens pour aller le visionner. Dans ce catalogue condensé, pour chaque famille, vous avez une double page qui se présente comme ça, avec en haut la photo des produits, et puis pour les électrovannes, le type de fluide qu'on peut utiliser avec, quelques caractéristiques techniques principales et les matériaux du corps et puis les matériaux des joints, quoi. On va commencer par une technologie. Nous avons tous les fabricants d'électrovannes ont les mêmes technologies, hein, donc les électrovannes à action directe. Et je vous ai réutilisé ces petits pictogrammes que vous pourrez trouver dans le catalogue condensé, qui illustrent plutôt bien sur quel type d'installation on peut installer ces vannes. Ici, on pourra donc ces électrovannes à action directe les utiliser sur un circuit fermé, type circuit de chauffage par exemple, ou pour faire ce qu'on appelle de l'écoulement gravitaire, donc la vidange d'une cuve par exemple. J'ai rajouté, moi, que ces électrovannes peuvent être aussi utilisées sur un circuit ouvert, type circuit d'eau sanitaire, mais sur de tout petits diamètres avec un delta P réduit. Dans cette gamme d'électrovannes à action directe, donc, on retrouve nos deux familles de produits, les types B avec les bobines bleues et les types A avec les bobines noires. À savoir que vous pourrez trouver sur le marché des électrovannes avec des bobines noires qui sont vendues par la société Socla, qui a fait partie du groupe Danfoss, mais qui aujourd'hui fait partie du groupe Watts. Donc vous avez aussi chez Socla une gamme d'électrovannes qui a des bobines noires.
Donc si un jour vous avez besoin de les remplacer, ben, n'hésitez pas à contacter nous, on pourra vous donner les équivalences. Ici, vous avez des électrovannes 3-2. Donc, alors 3-2, 2 c'est les fonctions, ouvert, fermé, et 3 c'est le nombre d'orifices. Donc vous avez une entrée, une sortie et un échappement sur celui-ci. Donc ça, c'est les électrovannes 3-2 qui existent en version normalement ouverte ou normalement fermée. Et puis là, une électrone avec une membrane isolante, et vous verrez pourquoi tout à l'heure, puisque en fait le fluide va traverser le corps de l'électrovane bien évidemment, mais va se promener ici entre la cheminée et l'induit, et on va détailler ça sur le slide suivant. Là, on va regarder un peu le fonctionnement des électrovannes à action directe, sachant que c'est une information importante. Ces électrovannes peuvent fonctionner avec un delta P, différentiel de pression, qui va de 0 à 30 bars. Voilà le fonctionnement. Hop, excusez-moi, j'ai fait une erreur. Donc là, vous avez une électrovane normalement fermée. On va électrifier la bobine, créer un champ magnétique, soulever l'induit qui est ici, et le fluide va circuler au travers du corps, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais aussi entre l'induit et la cheminée étant la partie extérieure sur laquelle vous venez clipser la bobine, et l'induit, la partie mobile. Pour toutes les électrovannes, c'est souvent à ce niveau-là, entre l'induit et la cheminée, qu'on a des soucis avec les impuretés. Et bien souvent, les pannes sur des électrovannes viennent de là, puisque vous avez dans votre circuit de l'eau ou de l'huile ou un fluide pas très propre. Et donc, comme on a peu de jeu mécanique à ce niveau-là, ça vient coincer et gêner l'ouverture ou la fermeture totale de la vanne. Une deuxième technologie qui est le cœur de gamme, ce sont des électrovannes cerveau-assistés, dans lesquelles vous allez retrouver les électrovannes avec des bobines noires, donc de type A, et les électrovannes de type B, celle-ci étant le V220B en DN15 à 50, l'électrovane que l'on retrouve le plus souvent. C'est vraiment notre fer de lance, c'est le cœur de gamme. C'est vraiment avec ça qu'on travaille le plus souvent. Quelques particularités, cette EV225B, qui est une électrovane vapeur qui va savoir travailler jusqu'à 180 degrés, donc des températures très importantes, avec une bobine spécifique pour tenir ces températures justement. Ici, la 250B et la 251B qu'on reverra un petit peu plus tard. Et puis cette EV260B qui est une électrovane non pas tout ou rien, mais qui va être capable de faire du dosage éventuellement. On va voir le fonctionnement de ce type d'électrovane. Toujours notre petit pictogramme. Vous voyez que celles-ci ne peuvent fonctionner qu'un sur des circuits ouverts et on le voit ici, on a un différentiel de pression minimum de 0,3 bars jusqu'à 16 bars. Je vous ai ajouté ici le petit logo ACS pour les EV220B en DN15 à 50. L'ACS, c'est l'attestation de conformité sanitaire qui est de plus en plus demandée dans les installations où on va utiliser de l'eau, soit pour la consommation ou pas d'ailleurs, puisque c'est une attestation qui peut être demandée aussi pour des douches ou pour des choses comme ça. Donc dans les hôtelleries, sur tous les réseaux d'eau sanitaire bien évidemment, très souvent on nous demande cette attestation de conformité sanitaire. L'ACS, c'est une norme française. Il existe plein d'autres normes dans plein d'autres pays européens. Sachez que on ne s'arrête pas à l'ACS. Si un jour vous avez une demande, n'hésitez pas, demandez-nous et on saura certainement répondre avec des attestations de conformité sanitaire, mais sur des pays étrangers. Voilà pour le fonctionnement. Donc c'est toujours à peu près la même petite histoire, si je puis dire, puisque j'ai
électrifier ma bobine, je crée un champ magnétique qui va lever mon induit. Vous voyez qu'ici, on a deux canaux qui ont des diamètres différents, puisque ici, ce premier canot ici qui est en bleu, on va parler d'eau pour faire les choses simplement, hein, va vous laisser passer l'eau autour de notre induit, entre l'induit et la cheminée, et ce canal-là, qui lui va être plus petit en diamètre, va nous permettre de vider toute l'eau qui se trouve sur cette partie supérieure, et vous allez voir quel est l'intérêt de ça. À partir du moment où je lève mon induit, eh ben, on va vider l'eau par ce petit canal-là, et ensuite, c'est le fluide qui va pousser la membrane à ce niveau-là et permettre l'ouverture complète de votre vanne. Donc, vous avez obligatoirement besoin d'une différence de pression. Je vous ai noté 0,3 à 16 bars parce que vous verrez si vous épluchez nos fiches techniques que dans certains cas, on peut descendre à 0,1 bar, mais en règle générale, retenez 0,3 à 16 bars. Voilà pour la gamme des électrovannes cerveau-assistées. Dans cette gamme d'électrovannes cerveau-assistées, nous avions la photo des EV250B et des EV251B, qui sont des électrovannes cerveau-assistées à membrane attelée. Vous embêtez pas, retenez pas tout ça. Retenez qu'elles aussi sont ACS. Et puis qu'elles savent travailler, et ça c'est important, avec un différentiel de pression qui est compris, on ne le voit pas bien ici, pardon, de 0 à 10 bars. Donc, elles seront travaillées sur un circuit fermé, elles vont savoir fonctionner pour vider une cuve, par exemple, pour faire de la vidange. Elles fonctionnent aussi, bien évidemment, sur un circuit ouvert. Ce sont des électrovannes, ces EV250B et EV251B, qui sont idéales pour faire de la maintenance, puisque quelque part, on peut dire qu'elles vont fonctionner dans tous les cas. Le fonctionnement est un petit peu différent et j'allais dire un petit peu plus complexe, même si on commence toujours par électrifier notre bobine, créer un champ magnétique. Excusez-moi, j'ai raté mon coup. Hop. Voilà, je recommence. Donc on crée notre champ magnétique. Est-ce que je vais arriver à l'arrêter? Voilà. J'ai créé le champ magnétique, j'ai levé mon induit. Je vais libérer cet orifice, et donc toute l'eau qui va se retrouver ici au-dessus de la membrane va s'écouler par cet orifice. Dans le même temps, vous avez ici les petits points blancs, et c'est un ressort qui est accroché à la membrane. Donc en tirant votre induit, vous allez créer une différence de pression entre le dessus de la membrane et le dessous de la membrane, et en même temps tirer sur votre membrane. Donc vous allez pouvoir ouvrir votre vanne sans différentiel de pression, puisque quelque part manuellement vous allez tirer sur la membrane. Donc c'est une technologie que je vous le disais, hein, tous les fabricants ont bien évidemment, et c'est très intéressant en maintenance puisque ça permet de stocker moins de références à partir du moment où on a le diamètre de raccordement, la nature du fluide qui est très importante pour les joints, et d'ailleurs je vais m'arrêter là-dessus. Forcément, en fonction de la nature du fluide, on va utiliser des joints différents. Chez Danfoss, on a fait le choix sur de l'eau d'utiliser de l'EPDM. Et on ne se pose pas de question de température. Sur de l'eau, on met de l'EPDM. Ensuite, on va utiliser du FKM ou du Viton pour tous les autres fluides, pour l'air, pour l'huile, pour des produits chimiques. Bref, je dirais pour tous les autres fluides. Sur certaines de nos gammes, nous avons des joints et des membranes en nitrile, en NBR, qui peuvent eux aussi être utilisés sur tous les fluides, mais avec des températures qui sont moins intéressantes que le PDM ou le FKM.
Et je vous parlais tout à l'heure des EV225B, qui sont les électrovannes vapeur, sur lesquels là, vu les températures, on est obligé d'utiliser des joints en PTFE. Voilà les 4 types de matières qu'on va utiliser pour les joints de nos électrovannes. Je vous l'ai dit, le V251B fonctionne comme le V250B. Alors pourquoi avoir deux gammes? Pour des raisons économiques, pour des raisons de prix. Le V251B, une chose importante, ne se vend que complète. C'est-à-dire que quand on parle d'électrovanne complète, c'est un corps, une bobine, un connecteur. Chez nous, bien souvent, enfin dans toutes les autres gammes d'électrovannes d'ailleurs, on peut avoir les produits séparément. C'est-à-dire que vous pouvez commander le corps, puis la bobine, puis le connecteur, et tout ça séparément. Sur la gamme des EV251B, vous n'avez pas ce choix, c'est forcément une électrovanne complète. Cette électrovanne, elle va savoir travailler de 0 à 10 bars, et on a les 3 tensions les plus utilisées, les plus demandées, donc 24 volts continu, 24 volts alternatif et 230 alternatifs. Ensuite, on a fait une sélection, et je vous le disais, avec des membranes en NBR, puisque ça permet de faire passer tous les fluides avec quelques restrictions de température, mais vous voyez ici qu'on a des températures de fluide admissibles de moins 10 à 90 degrés, ce qui couvre quand même une gamme très large. Et ensuite, on a 4 tailles de raccord, du 3/8, du 1/2, du 3/4 et du 1 pouce. Ce qui fait que, comme on a peu de code, ça nous permet, nous, en tant que fabricants, d'avoir une usine qui tourne à plein et d'avoir des coûts de production qui sont moindres et donc un prix tarif qui est très intéressant. Une petite comparaison, une EV250B en 1/2 avec une bobine comme ça, donc un code complet, hein, vous êtes à 165 € en prix tarif. Si vous prenez une une EV251B avec les mêmes caractéristiques, vous serez à 68 €. Et si vous souhaitez utiliser une EV220B, celle qu'on a vue juste avant, en 1/2 avec sa bobine bébé, vous serez à 119 €. Donc vous voyez que la EV251B est quand même très très bien placée financièrement. Et c'est intéressant le jour où vous avez une quantité à donner, enfin à vendre à vos clients, ça peut être intéressant de passer sur la 251B. Quelques petites notes quand même là-dessus. Je vous l'ai dit, elle se vend complète. Par contre, nous ne vendons pas de pièces détachées. C'est-à-dire que le jour où vous avez un souci ou avec l'induit ou avec la membrane, il faudra remplacer la vanne complète. Les bobines, elles, c'est les codes standards, donc vous pouvez les remplacer, ça c'est pas un souci. Elles ne sont pas ACS non plus. Nous n'avons pas d'attestation de conformité sanitaire sur cette gamme-là. Donc voilà pourquoi les deux gammes, 250 et 251, peuvent vivre en parallèle sans aucun problème. On a ici une application idéale pour Danfoss. C'est une chaudière industrielle, bien sûr, c'est pas celle qu'on a à la maison. C'est pas le motif. Pourquoi idéal? Parce que sur ce type d'application, sur ces grosses chaudières, vous pouvez avoir une électrovanne vapeur à la sortie, vous pouvez avoir une EV250B à l'entrée, et puis ici, on en parlera tout à l'heure, une vanne à siège incliné qui s'appelle AV210 chez nous. Et puis, vous voyez que ici, vous avez aussi un transmetteur Danfoss, un pressostat BCP Danfoss, et même, puisqu'on a aussi ça dans notre gamme, des contacteurs. Donc, voilà pourquoi ça pourrait être la chaudière idéale pour nous, Danfossiens.
D'autres applications typiques, je vous l'ai déjà dit, mais j'insiste là-dessus. Si vous voulez faire la purge d'un réservoir, il vous faudra une EV250B, puisque il arrivera un moment où si vous mettez une EV220B, vous n'aurez plus assez de différence de pression pour ouvrir correctement votre réservoir, puisque vous n'aurez pas 0,3 bar de différentiel, et donc votre vanne ne pourra pas s'ouvrir correctement. Et vous ne pourrez pas vider votre cuve, purger votre cuve totalement. Une application spécifique aussi pour la 225B, mais j'en ai déjà parlé. Ici, c'est une machine à laver Electrolux qui est un de nos clients industriels. Donc, bien évidemment, hein, ce n'est pas non plus le lave-linge que vous avez chez vous, ce sont des lave-linges industriels pour les blanchisseries ou pour l'hôtellerie ou pour des choses comme ça. Un outil bien pratique quand on démarre avec les électrovannes et qu'on a peur d'oublier des choses, puisque vous aurez la présentation, vous pourrez le réutiliser. De quoi on a besoin? D'abord, il faut se souvenir qu'une électrovanne, c'est fait en 3 éléments, le corps de vanne, la bobine et le connecteur. Ensuite, vous avez besoin de connaître, de savoir si c'est une électrovanne 2.2 NO 2.2 fermée au repos ou une 3.2 ouverte ou fermée. Vous avez besoin de connaître le diamètre de raccordement, la nature du fluide, je vous ai dit, pour pouvoir définir les matériaux des joints. Idéalement, excusez-moi, j'ai des appels téléphoniques en même temps. Voilà. Idéalement, les températures maxi, température ambiante et température du fluide. On n'a pas toujours l'information, mais si vous pouvez l'avoir, c'est plutôt bien. Entre autres, si vous hésitez avec des joints en NBR ou des joints en EPDM pour de l'eau, par exemple, sachez qu'avec l'eau, on peut monter jusqu'à 140 degrés, alors que le NBR est limité à 90 degrés. Est-ce qu'on a un delta P? Ça, c'est pareil, on n'a pas toujours l'information. Est-ce que notre corps de vanne doit être en inox, en laiton ou autre chose? Il y a d'autres possibilités. On a quelques produits avec des corps en polyamide. La tension de la bobine, bien sûr, et puis l'indice de protection électrique. Voilà les éléments dont on a besoin, mais on y reviendra puisque vous verrez qu'on a un petit outil de sélection. On ne verra pas ça en détail, mais je vous en parle rapidement. Vous l'avez vu sur l'application de la chaudière, nous avons des vannes à siège incliné, vannes à pilotage externe, encore inox ou encore laiton, en version normalement fermée ou normalement ouverte, et on va jusqu'au DN50. On va passer des viscosités bien supérieures, puisqu'on va jusqu'à 600 centistock. Je vous rappelle qu'une électrovanne standard, c'est 50 centistock. Pourquoi? Tout simplement parce que le fluide, il va rester dans le corps de vanne. Donc, il va traverser le corps et c'est tout. Donc, on peut se permettre d'avoir des fluides beaucoup plus visqueux. Alors, visqueux et aussi ce qu'on appelle des fluides chargés, donc moins propres, si on veut. Ce sont des produits qui ont de nombreuses applications et c'est intéressant de savoir que ça existe quand même, ça. Une autre gamme de vannes, puisque là on ne parle plus d'électrovannes, mais bien de vannes, ce sont des vannes thermostatiques de refroidissement qui s'appellent chez nous AVTA, qui ont des corps bronze ou inox, qui vont jusqu'en 1 pouce sous cette forme-là. Et puis on va aller jusqu'au DN 100, DN 100 pour des vannes abriles comme celle-ci. Donc vous avez votre corps de vanne, ici vous allez régler votre température, vous avez un capillaire de 2 mètres qui est enroulé sur lui-même avec le bulbe. Quelque chose d'important à partir du moment où on va proposer ce type de vanne ou un thermostat, donc un produit avec un bulbe qui va s'insérer dans une canalisation, il est important de penser à proposer la poche à bulbe. Alors, poche à bulbe, doigt de gant, il y a plein de noms pour ça, mais c'est vrai que là, je vous l'ai dit, c'est un capillaire qui fait 2 mm de diamètre. Si vous avez du matériel, un outil qui tombe dessus et qu'il est crevé, vous allez devoir changer la vanne.
Si vous avez prévu un doigt de gant, vous changerez la vanne sans avoir à purger votre installation. Si vous n'avez pas prévu le doigt de gant, il faudra tout purger, et là, c'est pas le même coût, forcément. En voilà, on a fait le tour rapidement de la gamme Electrovan Evan. On va passer à la pression et à la température. Donc, contrôle de pression et de température, ça passe par quoi? Ça passe par des thermostats, ça passe par des pressostats, des capteurs de température et des transmetteurs de pression. Je vais commencer par une petite définition très simple. Qu'est-ce que c'est qu'un pressostat? Un pressostat, c'est un interrupteur qui va contrôler une pression. Une fois la pression atteinte, le contact va inverser le courant. Le contact ouvert va devenir fermé et le contact fermé va devenir ouvert, inversement. Hein. Et on va ainsi générer une alarme ou tout simplement couper notre pompe qui était en train de nous faire une surpression d'air ou d'eau. Voilà. Donc, un pressostat ou un thermostat, c'est un interrupteur. On a une action sur l'application. Ça, c'est important parce que sur ces produits-là, la difficulté, c'est souvent une difficulté de vocabulaire ou de langage, puisque chaque métier appelle ça un peu, pas comme il veut, mais presque. Donc, pour être sûr qu'on parle bien de la même chose, et moi qui suis au téléphone quasiment toute la journée avec mes clients, c'est des difficultés que je rencontre régulièrement. Donc, ça permet de recadrer les choses et de ne pas perdre 20 minutes pour essayer de se comprendre. Au moins avec ça, on est sûr de ce qu'on dit. Toujours pareil, un petit guide de sélection pour les pressostats et les thermostats, issu de notre catalogue condensé, avec les photos des produits, le type d'application, quelques caractéristiques techniques. Alors, les applications, c'est pas limitatif, bien évidemment, mais par exemple, le MBC, on vous dit qu'il est utilisé principalement en marine et dans le ferroviaire. Ça veut dire que nous avons beaucoup d'attestation de conformité marine, par exemple, sur ce produit-là. Je crois que sur le MBC, il y en a jusqu'à 14 ou 16, j'hésite toujours. Donc, on peut les utiliser dans ce cas-là, dans des environnements robustes, mais on peut les utiliser ailleurs, bien évidemment. Un outil pour définir ou un pressostat ou un thermostat. Donc, on a besoin de connaître le type de fluide, la nature du fluide, le point de consigne ou la valeur d'enclenchement, là encore, beaucoup de difficultés de vocabulaire. En fait, si c'est un pressostat, c'est à quelle pression je veux que mon contact change d'état. Si mon contact était fermé, à quelle pression je veux qu'il s'ouvre. Si mon contact, à l'inverse, était ouvert, à quelle pression je veux qu'il se ferme. Ça, c'est important. La plage sur laquelle ça va fonctionner, et puis une notion d'hystérésis ou de différentiel. Là encore, beaucoup de vocabulaire, j'ai mis que cela, mais bon, il y a plein de différences. Il y a même des clients qui vous parleront de pressostats différentiels. Ce ne sont pas forcément des pressostats différentiels. Un pressostat différentiel, il a deux prises de pression. Sur un pressostat standard, vous avez un point de consigne et un différentiel. Typiquement, ma pompe à eau, je ne veux pas que la pression dépasse 10 bars. Je règle mon point de consigne à 10 bars, mais je veux qu'elle se rallume à 9 bars. Eh bien, je vais régler un différentiel de 1 bar. Et donc, à 10 bars, je vais couper ma pompe. Et à 1 bar, je vais la rallumer. Sur ces produits-là, pressostat ou thermostat, en fait, il y a plusieurs fonctions. Il y a une fonction de régulation, et dans ce cas-là, on parlera de réarmement automatique. C'est ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure avec ma pompe qui se coupe à 10 bars et qui se réenclenche à 9 bars. Et puis, on a une fonction de sécurité. Et dans la fonction de sécurité, on a besoin de savoir, pour le définir, si c'est à la hausse de pression ou à la baisse de pression. Donc, c'est un réarmement manuel, et à la baisse ou à la hausse.
L'indice de protection électrique, toujours bon à savoir. Et puis pour un pressostat, eh ben, chez nous, on a quasiment que des raccords mâles, non pas toujours. Donc on a besoin de savoir si on a besoin d'un raccord mâle ou femelle. Si éventuellement il y a besoin d'un séparateur parce qu'on est sur des produits agressifs ou parce qu'on est sur des applications avec des fluides visqueux, par exemple. Et puis pour le thermostat, la longueur et le diamètre du bulbe ou de la sonde, et puis la longueur du capillaire. La capillaire, bah, c'est ce qu'on a vu sur la photo tout à l'heure pour la VTA, hein, c'est la partie qui est enroulée sur elle-même et qu'on va dérouler. Donc chez nous en standard, ça fait 2 mètres, mais on peut aller jusqu'à 10 mètres dans certains cas. Ce capillaire peut être armé ou non. Alors armé, en fait, c'est une protection. Visuellement, ça ressemble à un tuyau de douche hein, qui va protéger le capillaire, qui est la partie sensible en fait. Et puis, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je vous le répète, pensez à proposer la poche à bulbe. Voilà, quelques images des gammes qu'on peut avoir. Alors celui-ci, peut-être que vous le connaissez tous, hein, puisque c'est la gamme du RT. Celui-là est en mode thermostat avec thermostat d'ambiance, celui-là. Alors pourquoi je vous dis que vous le connaissez peut-être tous, c'est parce qu'il a plus de 80 ans, donc forcément on en rencontre un peu partout. Ici vous avez le BCP qui est lui beaucoup plus récent et qui est plutôt prévu pour des applications sur des chaudières, on l'a vu tout à l'heure. Là vous avez le KP qui dans sa version standard est en IP33, mais on peut aller jusqu'à du IP55 quand il est dans un boîtier étanche. Celui-ci, c'est l'ECS qui, lui, est fait pour des applications compresseurs, par exemple. Là, vous avez un KPS en version thermostat avec ce fameux capillaire armé. Excusez-moi, il y a du bruit autour de moi. Avec ce capillaire armé. Donc ça, c'est des applications marines, vraiment. On va pouvoir le mettre sur autre chose, bien sûr, mais c'est vraiment des applications marines. Là, vous avez un pressostat MBC, pareil, application marine. Hein. Voilà, une présentation rapide des pressostats ou des thermostats qu'on peut vous proposer. Ici, le fonctionnement, je vous l'ai déjà un peu expliqué, mais on va insister là-dessus. Vous voyez ici la position des contacts. Donc, sur un pressostat, on va faire ça avec la pression, vous avez un contact inverseur, donc un commun, et 2 plots en face. Et donc, vous avez toujours au pot le contact 1,2 qui est fermé, le contact 1,4 qui est ouvert. Vous avez donc un fonctionnement à la hausse de pression ici. Vous voyez en rouge le réglage de l'échelle, donc votre point de consigne. La partie grise ici étant le différentiel. D'accord? Donc, mon contact 1,2 est fermé, ma pompe donc fonctionne, la pression dans mon installation augmente, arrive jusqu'à mon point de consigne. À ce moment-là, mon contact 1,4, le contact 1,2 s'ouvre et le contact 1,4 se ferme. Ce qui est important, c'est le 1,2 qui s'ouvre. Si vous avez câblé votre pompe ici, vous coupez l'alimentation électrique de votre pompe et donc forcément, la pression elle va redescendre. Elle va redescendre jusqu'à votre différentiel et arriver à la valeur de votre différentiel, votre contact 1,2 va se fermer et vous allez réenclencher votre pompe et vous allez recommencer le cycle en fait. Voilà comment fonctionne un pressostat ou un thermostat à la hausse et puis vous avez l'exemple à la baisse qui est à l'inverse, hein, bien évidemment. On va passer à la très grande famille des transmetteurs de pression. Vous voyez qu'ils ont plusieurs formes, plusieurs tailles, plusieurs couleurs et qu'elle est sans cesse en train d'augmenter, cette famille, avec des fonctionnalités différentes pour des applications bien spécifiques, etc. Une petite définition pour commencer, comme on l'a fait pour les pressostats. Donc le pressostat, rappelez-vous, c'est un interrupteur comme mon interrupteur électrique. J'appuie dessus, il y a une action sur l'application. D'accord. Pour le transmetteur de pression ou la sonde de température, c'est différent. Si je veux reprendre une image, c'est ma montre. Ma montre, elle va me donner l'heure.
mais c'est pas elle qui va me faire partir de chez moi pour arriver à l'heure à mon rendez-vous. Le transmetteur, c'est ça. Il va, donc le transmetteur de pression, il va nous indiquer une variation de pression et il nous indique la pression au moyen d'un signal analogique, courant ou tension, qui sera proportionnel à la plage de pression. Typiquement, sur un transmetteur 0,10 bar, par exemple, avec une sortie en 420 mA, et ben, quand vous êtes à 0 bar, vous verrez sur votre, pas sur le transmetteur parce qu'on n'a pas d'afficheur, mais sur votre automate, 4 millibars d'affiché. Arrivé à 10 bars, eh bien, vous serez à 20 millibars. Et donc, vous avez une droite proportionnelle. Donc, pour regarder les images, pressostat, thermostat, c'est un interrupteur qui a une action sur l'application comme l'interrupteur électrique. J'allume ma lumière ou je l'éteins. Pour le pressostat, ce sera j'allume ma pompe ou je l'éteins. Pour le transmetteur de pression, il va me donner une information de la pression, comme peut me donner ma montre, une information sur l'heure. C'est des notions basiques, mais très importantes, ça, hein, qui permettent, si certains d'entre vous ont des clients au téléphone, qui permettent vraiment de cadrer les choses et de savoir de quoi on parle. Ici, un guide de sélection que vous allez trouver dans le catalogue condensé, et j'insiste sur le mot condensé ici, puisque là, vous n'avez pas la moitié de ce qui existe en fait en gamme de transmetteurs de pression chez Danfoss. Toujours le même esprit, quelques applications typiques, quelques caractéristiques techniques, et après, bien évidemment, il faut aller dans les fiches techniques pour pouvoir avoir un petit peu plus d'informations. Là, je vous ai surligné les produits les plus courants. Vous avez ici le MBS 3000 qui est un peu l'ancêtre de notre gamme, si je puis dire ça comme ça. Vous avez ici le MBS 5100 puisque Danfoss est très très présent dans le milieu de la marine, et donc je pense qu'il n'y a pas un bateau qui n'a pas un pressostat ou un thermostat Danfoss. On est vraiment très présent, donc vous pouvez être amené à avoir, même si vous n'êtes pas en bord de mer, avoir des demandes sur le MBS 5100. Et puis le MBS 1700 ici, qui est un dérivé du 3000, et on en reparlera un petit peu plus tard. De quoi j'ai besoin pour définir mon transmetteur de pression? La nature du fluide, comme pour le reste. J'ai besoin de connaître la plage de pression, et puis de savoir si on est sur une référence relative ou absolue. 90% des cas, c'est du relatif, hein. On n'est pas en pression absolue, mais c'est important de se le faire signifier. Les raccords de pression que j'ai mis là sont les plus courants, un quart, un demi, mais on a plein d'autres choses, du NPT, enfin vraiment, il y a plein de possibilités, mais on a besoin de connaître le raccord de pression qui est prévu sur l'installation. Le signal de sortie, j'allais dire de plus en plus de 420 mA, mais ça va dépendre des secteurs d'activité. Beaucoup de 0,10 volts, et puis ensuite du ratiométrique, du 1 à 5 volts, du 2 à 6, enfin bref, plein de possibilités. Donc c'est pour ça qu'on a mis une petite case avec autre à préciser, parce qu'on ne peut pas tout mettre sur ce type de document. Le type de raccord électrique, là aussi, on a plein de possibilités avec des indices de protection tous différents, du M12, du connecteur DIN, bref. C'est vrai qu'on a beaucoup de choses en connecteur DIN. C'est un indice de protection IP65 et ça convient à énormément d'applications. La précision, là, vous êtes déjà arrivé chez un constructeur qui a un peu plus d'informations sur ce dont il a besoin. Et puis, on peut avoir en option les amortisseurs de coups de bélier. C'est très important puisque si vous avez un coup de bélier ou un pic de pression ou des choses comme ça dans votre installation, vous pouvez déformer la membrane du capteur et du coup avoir un signal, et c'est ça qui est dangereux, toujours avoir un signal, mais qui ne sera pas le reflet de la pression que vous avez dans votre application. Donc l'amortisseur de coup de bélier, nous on
peut l'avoir dans nos gammes. Le produit est intégré, c'est pas un produit supplémentaire, c'est intégré dans le transmetteur. Et donc c'est important de savoir si le client pense en avoir besoin ou pas. Ici, je vais faire défiler tout ça en même temps. Voilà. Le MBS 1700, 1750, je m'attarde dessus, je vous l'ai dit tout à l'heure dans la présentation des gammes, c'est le petit frère du MBS 3000. En fait, c'est la même philosophie que pour les EV251B, c'est-à-dire que on a gardé les mêmes matériaux que pour le MBS 3000, la même électronique, c'est j'allais dire le même produit, sauf que on n'a qu'une possibilité de connecteur électrique. C'est du raccord DIN IP67, comme vous voyez ici à l'image. On n'a qu'un signal de sortie possible, c'est du 420 mA. La température du fluide, on a une plage qui va de moins 40 à 85, donc qui est quand même très large, et 1% de précision sur la pleine échelle, qu'on soit sur du 0,6 bar ou du 0,400. Donc, pas de problème, on est très bien pourvu là-dessus. Ce qu'on a fait, c'est que partant de là, on a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 9 plages au total, 9 plages de pression. La différence entre le 1700 et 1750, et ça c'est vrai pour toutes mes gammes, 3000, 3050, 5100, 5150, le 50 représente l'anti-coup de bélier qui est intégré dans votre transmetteur. Donc pour revenir au MBS 1700, là, vous avez donc la possibilité d'avoir les 1700 en un quart ou en un demi, et les 1750, eux, n'existent qu'en un quart, puisque on a fait des études de marché et on s'est rendu compte que c'est ce qui était le plus demandé. Petite info tarifaire, un MBS 3000, vous êtes en prix tarif autour de 180 €, quelque chose comme ça. Ouais, 175 même. Un MBS 1700, vous êtes à 112 €, et un MBS 1750, c'est-à-dire avec l'anti-coup de bélier en plus, vous êtes à 122 €. Donc, comme pour les EV251B, ce sont des produits qui répondent à 80% des installations et qui sont très bien placés en termes de prix. Donc, vraiment, de mémoire, j'ai pas encore eu de retour en me disant mais ce produit il est bien, mais il est trop cher, quoi. Si vous rentrez dans le cadre des plages de pression, du type de sortie, du diamètre de raccordement, le 1700 ou 1750, en termes de prix, on n'a aucun souci, on passe. Rapidement, des applications sur les capteurs. Donc capteurs de pression dans le monde industriel, sur la marine, pour la marine, les engins, dans le chauffage et la ventilation de plus en plus, en hydraulique mobile, énormément, hydraulique mobile ou tout ce qui est machine de BTP, en hydraulique industrielle aussi, les presses par exemple, les systèmes d'air et de gaz comprimé, énormément d'applications dans le froid et le conditionnement d'air, avec le froid commercial, l'air conditionné, la réfrigération industrielle. Ici, vous voyez les supermarchés, c'est des gros demandeurs pour des AKS, entre autres. Donc l'AKS, c'est une autre dénomination du MBS, mais c'est les mêmes produits appliqués avec des spécificités de raccord électrique et de raccord à la pression plus dirigés dans le monde du froid, on va le dire comme ça. Je vous l'ai dit au tout début de la présentation, on a aussi une gamme de sondes de température, mais sachez que ça existe, mais je ne vais pas la détailler ici. Nous avons aussi des contacteurs avec toute une gamme de relais thermiques, de disjoncteurs, de démarreurs progressifs, de démarreurs de moteurs, etc. Donc pensez-y, c'est vrai que c'est pas forcément ce à quoi on pense en premier quand on pense à Danfoss, mais cette gamme existe. Et elle est vendue chez des constructeurs, donc vous pouvez être amené à trouver ces produits sur le marché français. Ici, vous aurez la présentation, donc vous pourrez aller voir pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc c'est notre site e-commerce qui s'appelle maintenant Product Store, sur lequel vous allez trouver toutes les références de toutes les gammes Danfoss.
Et si vous avez fait une demande d'accès en envoyant un mail à cscfrance@danfoss.com et que vous êtes client chez Danfoss, eh bien, en plus d'avoir les fiches techniques, les caractéristiques et tous les codes, vous aurez aussi votre prix net et votre délai. Donc, le Product Store, c'est un outil qui vous permet d'obtenir beaucoup d'informations et qui va vous permettre une autonomie importante, en fait. Ce qui est intéressant pour vous comme pour nous, hein, faut bien le noter, il faut être honnête jusqu'au bout. C'est vrai que ça évite beaucoup d'appels, mais surtout, ça vous permet à vous d'être réactif par rapport à vos clients. On a bien évidemment un site, le site e-commerce, où en utilisant ce lien, vous arriverez directement sur la gamme des produits contrôle industriel, ou IA, hein, c'est la même gamme. Contrôle industriel, industrial automation, c'est la même chose. Vous avez un autre lien ici qui va vous emmener sur tout ce qui concerne les documentations, le catalogue condensé dont je vous parle depuis le début de la présentation, sur les petits outils d'aide à la solution, et on verra qu'il y en a deux, sur des petits tutos pour comment dépanner mon électrovanne, comment l'ouvrir pour remplacer les joints, etc. Il y a vraiment une source d'information sur ce lien-là. Je vous l'ai dit quand je vous ai parlé des électrodes, on a un petit configurateur. Donc ici, vous avez le lien, vous avez la possibilité de le mettre sur votre mobile quand vous serez dessus. Hein, il y a un QR code et vous pouvez le rentrer sur votre mobile. Et vous voyez qu'avec 1, 2, 3, 4, 5 questions, le système va être capable de vous choisir une électrovanne. Soit un code complet, donc corps, bobine, connecteur, quand il existe en fonction des informations que vous aurez rentrées, soit 3 codes différents, parce que nous n'avons pas dans notre gamme le code complet. Mais en tout cas, 5 questions et vous avez votre électrovanne qui est définie. Et si vous avez accès à Product Store, eh ben, vous pouvez avoir votre prix net et votre délai sur ces produits-là. Même type d'outil pour les pressostats, uniquement pour les pressostats. On n'a pas sur les thermostats et ça n'existe pas sur les transmetteurs de pression et de température. Et là encore, avec 5 questions, vous pouvez sélectionner votre pressostat, que ce soit un RT, un CS, un BCP, peu importe. En remplissant le petit questionnaire ici, on va vous donner un code si besoin. Julie, est-ce que tu veux reprendre la main ? Oui, pas de souci. Merci Didier. Alors, si vous n'avez pas encore saisi vos questions, du coup, c'est le moment de les transmettre dans la boîte à questions, même si il n'est jamais trop tard, puisque vous avez l'adresse cscfrance@danfoss.com. Donc, si jamais vous avez des questions qui vous viennent, vous pourrez les envoyer après. Pour l'instant, je pense que tout était clair puisqu'on n'a pas de questions. Donc, c'est que ça devait être assez précis. Non, on va partir du point positif que tout est clair. Du coup, on n'a pas de questions auxquelles répondre tout de suite. C'est pas grave, c'est que c'était clair. Si jamais il y en a qui vous reviennent, cscfrance@danfoss.com. Dans tous les cas, merci à vous tous pour votre participation. Tel qu'on vous le disait, on partagera avec vous la présentation et l'enregistrement de cette session dans un mail que vous recevrez très prochainement. Pensez à vous inscrire à notre newsletter ou à nous suivre sur les réseaux sociaux, comme ça vous êtes informés de notre actualité, l'actualité de Danfoss. Et puis n'hésitez pas à consulter la page danfoss.fr, puisque actuellement on a un beau programme de formation comme celle que vous venez d'écouter, et tout est indiqué en termes de sujets, dates et heures sur le site danfoss.fr. Donc Didier, si tu n'as rien à ajouter, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Non, rien de plus. Surtout, n'hésitez pas. S'il vous manque des informations, eh bien, envoyez un mail sur CAC France ou pour ceux qui ont mon mail, n'hésitez pas, faites-le en direct comme d'habitude. Et puis, bon confinement à tous et bon courage. Merci à tous. Merci à bien, bientôt.